quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Booster son système immunitaire, c'est peut-être, avez-vous en tout cas l'impression d'être abreuvé depuis quelques semaines de petites recettes de grand-mère en tout genre pour ne pas tomber malade. Grippe, rhinopharyngite, trachéite ou autre gastro-corsée, comment résister à tous ces petits ou grands maux de l'hiver sans se ruiner ou sans se faire avoir par des recettes miracles inefficaces? Alors voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui tous ensemble. Comment renforcer notre système immunitaire? Alors il suffira évidemment pas de 52 minutes pour répondre à cette question, mais nous allons quand même essayer de décortiquer, de faire la part des choses entre ce qui marche et ce qui ne marche pas avec mes 3 invités du jour. Eh bien, j'ai la joie d'accueillir Odile Chabriac. Bonjour Odile. Bonjour. Vous êtes naturopathe psychothérapeute depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous avez écrit de nombreux ouvrages justement sur tout ce que peuvent apporter les plantes à la santé. On en parle maintenant heureusement depuis quelques années. Vous dirigez l'Institut de naturopathie humaniste, une école de naturopathie moderne destinée à former les futurs naturopathes que vous avez créé il y a une dizaine d'années. Nous sommes également en compagnie de Paul Ferris, pardon. Bonjour Paul. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci. Vous revenez chaque année un petit peu à la saison où les maladies s'expriment, n'est-ce pas, cher ami? Oui, peut-être que c'est Hildegard de Bingen qui m'envoie. Ah bah peut-être. Voilà, la petite étoile. Journaliste et écrivain que vous êtes, vous récoltez les informations sur les plantes régulièrement. Vous transmettez tout ce que peut apporter la nutrition et la santé depuis plus de 30 ans. Vous êtes donc un passionné d'Hildegard de Bingen. Vous avez publié notamment chez Marabout le guide des fleurs de Bach et les remèdes de santé d'Hildegard de Bingen. On peut également mentionner les fleurs du Dr Bach, savoir vivre avec ses émotions chez Roll. C'est ça? Non, je me trompe pas. Non, il n'est pas. Il a été réédité, le guide des fleurs de Bach a été réédité aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher, j'ai tout faux. Oh là là là. Non, c'est pas très grave. Je vais prendre des vitamines. Voilà, et il faut peut-être mentionner l'herbarium illustré d'Hildegard de Bingen. Magnifique ouvrage, effectivement. Qui a été édité récemment aux éditions du Rocher. Éditions du Rocher, un magnifique ouvrage, en plus d'être intéressant. Enfin, c'est une sorte de Bible, avec tout ce qu'on peut faire avec la nature pour lutter notamment contre les petits maux de l'hiver, qui est notre sujet du jour. Nous serons en ligne dans quelques instants avec Pierre Lafitte, qui est le directeur, je ne sais pas si vous connaissez à la Maison des Trois Chênes, il y en a d'autres évidemment, expert en nutraceutique et en santé intégrative. Bref, allons-y, c'est parti. J'ai 14 000 questions à vous poser, Odile Chabriac et Paul Ferris. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est tous inégaux quand même par rapport, on peut se nourrir, on peut manger de la soupe, on peut boire de la soupe de légumes tous les soirs, on peut dormir 8 heures par nuit ou 9 heures par nuit, on peut avoir un mode de vie extrêmement sain, sans alcool, en faisant du sport, etc. et tomber malade. Alors, oui. Odile Chabriac, et oui, c'est vrai. Mais, oui, attention, c'est pas une science exacte, la prévention. L'immunité. Mais oui, et l'immunité par rapport à ça. En fait, on a un capital santé, chacun qui est différent. Ouais. Et en plus, on prend soin différemment chacun de notre capital santé. C'est quoi un capital santé ? Un capital santé, on va dire, c'est un capital avec lequel vous allez naître. Donc, ça va se baser sur la génétique, mais aussi sur comment s'est passée la grossesse de votre maman. Et aussi c'est vrai sur comment... Vous plaisantez là ? Ah mais non, je plaisante pas du tout. En quoi ça influe Tout peut impacter. Ça peut impacter d'un point de vue psycho-émotionnel et faire nous rendre plus vulnérables d'une manière ou d'une autre. La manière dont vous êtes né, la manière si vous avez été allaité ou pas. Tout va jouer. Mais tout va jouer, attention, différemment. Donc, il y a une personne qui peut naître par césarienne, ne pas avoir été allaitée et qui peut avoir... Nous, des fois, on est surpris parce qu'on rencontre des gens, alors qu'ils sont un peu plus âgés que ça, mais qui ont un mode de vie vraiment très, très, très discutable et qui vont passer à travers des tas d'autres choses, des tas de pathologies. Quand même, cette histoire. Mais on néanmoins... non, enfin, en tout cas, moi... Il y a une part de mystère, qui fait partie de l'humain et qui fait... et qu'il faut l'admettre. Mais il y a aussi une part de responsabilité personnelle, je le place vraiment à ce niveau-là, et collective, on peut parler aussi de la pollution, de tout ça, qui va impacter notre santé ou pas. Est-ce que Paul Ferris
cautionne tout ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes d'accord pour oui, répondre à la même question? C'est difficile de ne pas être d'accord. Simplement, je l'exprimerai peut-être autrement, parce que là, on serait presque aussi dans ce qu'on pourrait appeler la prédestination, c'est-à-dire que certains sont prédestinés à ne pas... c'est peut-être un peu ça. Bien évidemment, on a tous, on le voit bien, hein, par exemple, moi j'ai un petit-fils qui me ressemble, et ses parents ne me ressemblent pas. Bon, donc, on a des choses qui sont un petit peu bizarres et qui ne s'expliquent pas forcément. Vous voulez dire que vous aviez une santé de fer, que votre petit-fils aussi, alors que ses parents pas du tout. Voilà. C'est drôle, j'ai la même chose à la maison, pour ne pas rentrer dans les détails. Bref, moi j'étais tout le temps malade enfant, ma fille ne l'est pas. Donc vous voyez, c'est très étonnant. On est d'accord, hein, c'est quand même curieux. Oui. Mais il y a la part d'inné, il y a la part d'acquis. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que l'inné est probablement beaucoup moins important que ce qu'on a cru, en tout cas d'un point de vue médical, ces dernières années, et que la part comportemental, d'acquis, mais d'acquis, je vous dis, à la fois ce qui relève de ma responsabilité personnelle, mais aussi du stress de mon lieu de vie, de tas de choses qui ne relèvent pas de ma responsabilité personnelle, va ou pas permettre à cet inné de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein, et c'est hyper passionnant. Est-ce que les scientifiques sont plus gentils avec les personnes comme vous? Pierre Lafitte, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc, je le rappelle, ingénieur agronome de formation. Vous êtes expert en nutraceutique, en santé intégrative. Alors, qu'est-ce que c'est que la nutraceutique, Pierre Lafitte? Alors, la nutraceutique, je pense comme on peut peut-être le deviner, c'est on va dire, l'association de deux mots. C'est c'est la nutrition, alors plus généralement, comment on peut se complémenter. D'accord. Parce que bien sûr, il y a la nutrition, il faut qu'on se nourrisse bien, mais comment on peut se complémenter. Et après, le côté, on va dire, pharmaceutique, qui sera plus une nutrition à destination santé. Donc là, on parle du complément alimentaire essentiellement, qui vient en complément normalement d'une bonne alimentation, mais qui est de plus en plus utile parce que c'est vrai qu'on se nourrit de plus en plus mal. Et étant ingénieur agronome, d'ailleurs, j'ai vu passer beaucoup d'études pendant que je faisais mon DEA sur justement l'appauvrissement de notre nourriture depuis les 70 dernières années. Il faut savoir par exemple que vous pouvez, si vous prenez une orange, elle a perdu 80% de sa teneur en vitamine C par rapport à une orange que vous auriez mangée il y a 60 ans. Alors ça, bien sûr, c'est parce qu'on a plutôt choisi une agriculture productiviste, donc plutôt qui mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. Donc voilà, expert en nutraceutique, moi je me suis tout de suite dit que ça c'était important parce que je pense qu'il faut maintenant complémenter malheureusement une nutrition qui est de plus en plus mauvaise, de plus en plus transformée et de moins en moins riche en vitamines et en minéraux. 80%, je suis désolée, ça va me faire ma journée. Ça va me faire ma journée. Paul Ferris, mais l'heure est grave. Non mais c'est hallucinant quand même, vous le saviez ça? Ben oui. En tant que journaliste depuis plus de 40 ans, ce sont des choses que je connais, que j'ai étudiées. Il est évident qu'on a pu espérer avec l'arrivée du bio, de l'agriculture biologique, que les choses s'arrangeraient. Alors elles s'arrangent à la marge, mais c'est vrai que la production intense fait en sorte que les aliments, quels qu'ils soient, s'appauvrissent. C'est un petit aparté que je fais, pardon, juste pour en finir avec l'apport naturel des légumes et des fruits et ce que nous offre la nature. Quand on achète bio, quand même, ça apporte plus que... Ah bah oui, ça c'est indéniable. D'accord. Oui, ça, c'est on est d'accord avec ça, les amis? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Pierre Lafitte, vous êtes partagé? C'est-à-dire? Je partage complètement ce point de vue. Moi, depuis que j'ai terminé mes études, je consomme que bio. Ah ouais, d'accord. Sur les fruits et légumes, c'est indéniable. Et alors, au-delà de leur vertu nutritionnelle, il faut aussi savoir que... Pour l'agriculture conventionnelle, je recommande vivement de peler les fruits et légumes. D'accord. Sur de l'agriculture biologique, en tout cas aussi d'origine France, de préférence, je dis garder la peau, parce que la peau, pour le fruit, pour le végétal, c'est un moyen de protection. Donc c'est aussi dans cette peau qu'on va trouver beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments.
et beaucoup d'autres molécules végétales qui ont pour but de protéger le végétal. Donc c'est extrêmement bénéfique aussi pour nous. Donc bio sans problème. Oui, mais vraiment, il faut consommer bio les fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec vous, les amis, cet après-midi? Oui, j'ajouterais une petite nuance à ce que vient de dire Pierre Lafitte. Pierre Lafitte, pardon. C'est que, notamment les pommes et les poires, il faut les laver avant et éventuellement même les frotter avec une éponge un peu scratch parce que la conservation, la plupart du temps, on n'achète pas des pommes de saison. D'ailleurs, c'est très difficile à trouver. Les pommes sont mises en frigo et même les pommes bio et les poires bio et sont conservées à l'aide d'une très mince pellicule de cire. Alors, c'est pas mauvais pour la santé, mais ça retire un peu du goût et de l'agréabilité dans la bouche. Ah, c'est un bon truc, ça. Il faut laver au moins les pommes et les poires avec à l'eau avec une petite éponge. Voilà. Oui, mais ce qui est super important dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, nos moyens de nous nourrir s'appauvrissent, et ça, je suis 100% d'accord. Notre environnement est plus agressif. Donc, en fait, notre corps doit faire face à davantage de challenges, que ce soit le stress, la pollution, moins de sommeil, on l'évoquait tout à l'heure. Et en même temps, on a moins de ressources extérieures pour y faire face. Donc, le challenge immunitaire se trouve exactement dans ce gap-là. Alors, on n'a pas de cancérologue avec nous, donc on va être prudent en échangeant à ce sujet. Je ne vais pas m'y attarder parce que les auditeurs brûlent d'impatience, évidemment, d'entendre vos conseils sur les mots de l'hiver tout simple. Hein. Mais on a vu les chiffres hallucinants d'augmentation du cancer chez les jeunes. Chez les jeunes, enfin, les 40 ans, c'est quand même jeune pour développer un cancer. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons qu'il y a autant de cancers qui se déclarent Pierre Lafitte, oui, pardon, allez-y. Oui, quelque part, de toute façon, le cancer est un échec du système immunitaire. Donc, on revient toujours à la même chose. Donc, on n'est pas hors sujet. Non, on n'est pas hors sujet. Il peut y avoir des raisons extérieures, toujours, qui sont pareilles, tellement multiples qu'on ne va pas rentrer dedans maintenant. Mais néanmoins, ça nous parle exactement de ça. Ouais. Vous êtes d'accord, les amis? Oui, absolument. Pas les pierres. J'ajouterais que sans rentrer dans les détails et des chiffres et tout, mais il y a la malbouffe, bien évidemment, mais il y a aussi quelque chose, à partir du moment où notre organisme s'aperçoit qu'il nous manque un certain nombre d'éléments, il va presque nous pousser à manger. Donc, on pense pouvoir compenser le peu de nutriments que l'on a dans l'alimentation en mangeant plus. Or, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on ne mange pas plus, on n'a pas plus de vitamine C en mangeant 4 oranges qu'en mangeant une, parce qu'il y a une question. Voilà. Donc, on a une appétence avec une sorte de petite chose derrière notre inconsciente qui nous dit oui, mange parce que c'est pas très bon, mais il faut manger plus parce que c'est pas très bon. En quelque sorte, on a ça. C'est pas faux. Et donc, on se retrouve avec, en plus de tout ça, on se retrouve avec le surpoids, les problèmes de cholestérol, les problèmes de maladies de foie, et puis l'alcoolisme parce qu'on boit en mangeant. Donc, tout est lié avec ce problème à la base qui est une nutrition qui est déséquilibrée. Ce que j'ajouterais, c'est pour moi, il y a aussi quelque chose dans l'observation et même qui est assez très scientifique. On est en bout de chaîne alimentaire, l'être humain. Quand vous voyez à quel point il y a eu un effondrement et qui n'est pas uniquement lié au désastre climatique, des organismes vivants qui sont en début de chaîne, du fait de la pollution industrielle, de la pollution agricole, de la pollution de l'environnement, des métaux lourds, des PFAS, des polluants éternels. Ça s'est effondré. Moi, je suis d'origine plutôt rurale. Ouais. J'ai toujours été dans l'observation. En 40 ans, vous voyez des populations, voire des espèces d'oiseaux qui ne sont plus là, qui s'effondrent, des escargots, tout ça, c'est fini. Même des petits poissons que j'avais dans la petite rivière qui coule pas loin de chez mes parents, vers Sauternes, on les voit plus. Donc, je pense que on est que dans une succession, on va dire une succession de faits qui est logique. On est en bout de chaîne alimentaire. Nous sommes des organismes accumulateurs.
et nous accumulons tous ces polluants et tout ce qu'on a fait subir à la nature et aux organismes qu'on ingère. On ne fait que l'accumuler. Je ne suis vraiment pas surpris. Et vous parliez d'un échec immunitaire, c'est sûr. Mais à un moment, à l'impossible nul n'est tenu. Aussi bon soit-il, le système immunitaire ne pourra pas lutter contre un stress oxydatif qui est intense à cause des polluants, à cause des métaux lourds, à cause de toutes ces choses-là, des pesticides qu'on ingère. À un moment, c'est plus tenable. Donc, même un organisme jeune qui est censé y résister n'y résiste plus. Donc, je suis vraiment pas surpris. Par ces augmentations fulgurantes, c'est hallucinant. Alors, il y a peut-être de plus en plus de diagnostics aussi qui se font. Je sais pas. Non, Odile, c'est pas ça quand même. Non, justement. Avec, ce qui est pas... Non, ils disent au contraire que l'augmentation quand ils font des études, ils suppriment les biais qui peuvent être justement le surdiagnostic ou des choses comme ça. D'accord. Ouais, donc on est vraiment dans le fait là, factuel. C'est des chiffres qui sont réels. Alors, revenons à nos... on n'a pas du tout trouvons des solutions à tout ça. Trouvons des solutions maintenant, parce qu'on ne va pas rester dans la dramaturgie tout au long de l'émission. Ça ne nous ressemble pas. Juste après, si vous le permettez, Résiste, signé Sœur Agathe. À tout de suite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste.
Résister à la grippe, comment faire ? 3 petits points réponse dans cette émission, je l'espère, avec Pierre Lafitte. Et les 3 chaînes, voilà, vous nous présenterez Pierre Lafitte, ingénieur agronome que vous êtes. Voilà ce qui se cache, si je puis dire, derrière cette marque des 3 chaînes que l'on voit de plus en plus dans nos pharmacies. J'imagine que c'est presque approuvé par nos médecins. Je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais je vais vous la poser juste après avoir présenté à nouveau nos 2 autres invités. Odile Chabriac, naturopathe, psychothérapeute, qui a écrit notamment le Cahier détox chez Solar, mais d'autres ouvrages également à découvrir. Vous dirigez l'Institut de naturopathie humaniste. Et puis enfin, Paul Ferris, journaliste et écrivain, qui lui aussi a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les fleurs de Bach, les remèdes de santé d'Hildegarde de Bingen, aux éditions du Rocher. Et on peut mentionner évidemment j'ai un chat dans la gorge. L'herbarium illustré d'Hildegarde de Bingen. Voilà, mais des fois, les éditeurs font exprès d'avoir un titre un peu compliqué pour qu'on bute dessus et qu'on le retienne. Vous voyez, je les soupçonne d'avoir trouvé ce titre génial. C'est beau en même temps, Herbarium. Ouais. Bon, Pierre Lafitte, maintenant, parlons peu, parlons bien. Les 3 chaînes, c'est quoi ? Alors, les 3 chaînes, c'est une entreprise familiale qui est basée dans les Monts du Lyonnais. Les Monts du Lyonnais, c'est le Beaujolais. Je pense que peut-être que ça vous parlera davantage. Absolument. Voilà, qui a été créé il y a maintenant une 40aine d'années par on va dire une personnalité assez avant-gardiste qui a eu envie de développer des produits naturels de santé. Donc des compléments alimentaires, c'est ça en gros ? Des compléments alimentaires, tout à fait, ce sont des compléments alimentaires. Alors on ne propose pas que des compléments alimentaires parce qu'il y a aussi tout un accompagnement global, donc on a aussi des produits de cosmétiques, des dispositifs médicaux, mais toujours dans la naturalité. Et ce qu'on s'efforce de faire depuis quelques années, c'est aussi on va dire d'aller dans le sens de l'histoire pour ces produits-là. C'est-à-dire qu'on cherche à apporter de la preuve de ce qu'on avance pour l'efficacité. De toute façon, c'est un besoin de nos consommateurs, c'est un besoin de nos clients. On peut les comprendre. Voilà, je veux prendre un produit, mais je veux que ça fonctionne. Et c'est normal, ça suffit plus de dire je mets telle plante ou je mets tel ingrédient, ça va marcher. Non, là, on veut des résultats. Alors, qu'est-ce qui marche du coup dans vos pardons, il y a les praticiens aussi qui recherchent d'ailleurs cette efficacité. Mais absolument, et vous savez que je disais à mes invités, alors c'est pas pour faire de la pub forcément pour vous, mais parce que vous avez des concurrents qui sont tout à fait pertinents aussi, qui ont leur place dans les pharmacies, si je puis dire, en tête de gondole. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai une pédiatre qui m'avait recommandé un de vos produits. C'est assez intéressant de voir que les médecins deviennent... Parce qu'on disait qu'il y avait 2 mondes. Il y a le monde des scientifiques, puis le monde des naturopathes, de toutes les méthodes alternatives, si je puis dire, à la médication traditionnelle. Et c'est une bonne nouvelle ou pour vous, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu. Au début, quand j'étais chez Pierre Fabre, je naviguais dans un milieu, on va dire, médico-pharmaceutique qui était très orienté sur l'allopathie. Oui. L'allopathie, c'est les médicaments remboursés, les antibiotiques, etc. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les hypocholestéroléniens, etc. Donc, il y avait vraiment pas, ou très peu, sauf quelques précurseurs d'ouverture sur ces solutions naturelles préventives ou d'accompagnement ou préventives. Et là, c'est vraiment en train de changer. D'ailleurs, on a des statistiques. Alors nous, on est accompagné par un médecin et par un pharmacien dans notre équipe, et on a des statistiques aujourd'hui. Quand il y a 25 ans, vous aviez très peu de médecins qui prescrivaient des solutions naturelles de santé. Aujourd'hui, on le voit sur les médecins qui ont entre 30 et 40 ans, on a un taux de prescription, un taux d'adhésion à ces solutions qui est beaucoup plus élevé. Tout à fait. Donc, et le marché d'ailleurs parle, parce qu'aujourd'hui, on est proche des 2 milliards d'euros, et c'est vrai que c'est un marché qui est en constante croissance. Et donc ce besoin de prévention ou d'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, ne serait-ce que pour lutter contre les facteurs environnementaux qui sont extrêmement agressifs, de plus en plus agressifs pour l'organisme, on en a besoin, c'est un vrai besoin. Besoin, et je pense que les praticiens en sont conscients maintenant. Et bien maintenant, c'est parti pour les recettes. Odile Chabriac, Paul Ferris, Pierre Lafitte, go. Les auditeurs nous attendent au tournant. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre maintenant ou l'année prochaine, à l'automne, je ne sais pas, pour éviter
quand même, il y a certainement des moyens, soit des compléments alimentaires, soit des plantes ou autres recettes, pour éviter de tomber malade. Alors, tout ce qui est rhino, on va commencer par la grippe, tout ce qui est nez, gorge, oreille. Alors, moi, je vais vous répondre à côté, mais c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est comment soutenir son immunité, et là, à titre préventif. Voilà comment j'interprète votre question. Il y a quand même 2 facteurs fondamentaux. Si on parle vraiment recette, qu'est-ce que je peux prendre? Première chose, la vitamine D. Il n'y a pas photo, c'est la vitamine de l'immunité qui a un rôle assez spécifique dans l'organisme. Elle fonctionne un peu comme une hormone, etc. C'est vrai que les pédiatres nous ont habitués à en donner aux enfants régulièrement, aux bébés, parce qu'on disait, ça nous sert à faire de beaux os, puis de vieux os. Mais en fait, c'est la vitamine de l'immunité avant tout. D'accord. Il y en a d'autres, bien sûr, j'ai rien contre la vitamine C, etc. Mais si vous voulez, à titre préventif, au mois d'octobre, on prend sa vitamine D, il n'y a pas photo. Une fois par mois? Alors, il y a plusieurs écoles, moi je suis de l'école une fois par jour. Nous, on n'est pas sur l'ampoule médicale remboursée par la Sécu. On est plus de dire la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. D'accord. Normalement, notre corps est fait pour aller à l'extérieur tous les jours. Donc, on préfère une petite dose régulièrement qu'une grosse dose ponctuellement. Et si on sortait plus, même l'hiver? Non, ça ne changerait rien. Okay. D'octobre à avril, ça ne change rien. De toute façon, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud, change. Donc, notre peau n'est pas capable de métaboliser la vitamine D en hiver, sauf en très haute altitude ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Dès le mois d'octobre jusqu'à avril, vitamine D tous les jours. Tout le monde. Je veux dire. Donc, sous forme de gélule ou sous forme de n'importe quoi. Là, j'ai envie de dire, quelle que soit la forme. On s'en fiche pas. C'est pas si simple que ça. Mais en revanche, de mon expérience, et même sur moi, je suis mon propre cobaye, il y a des vitamines D que mon corps métabolise, il y en a qu'il ne métabolise pas et on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vous faites tester une fois par an, vous allez payer votre prise de sang parce que la Sécu ne rembourse plus le test de la vitamine D, même prescrit par un médecin. Mais en revanche, comme ça, vous savez où vous en êtes et vous savez si les outils que vous utilisez sont efficaces pour vous. Ça, c'est la base. Donc, mais c'est indiscutable. Et voilà. Et la seconde chose, et après, je vais laisser mes camarades parler, j'ai pas envie de monopoliser la parole non plus, c'est toute la famille des probiotiques. Donc, c'est la santé intestinale. Alors, moi, dans ma manière de voir, parce que pareil, nos intestins sont notre premier organe immunitaire de notre corps. Ce sont eux qui produisent le plus de cellules immunitaires. C'est de l'ordre de 80%, donc bien plus que la moelle épinière, bien plus que tout ce qu'on veut. Donc, il faut les chouchouter. Alors, c'est pour ça que l'alimentation a un rôle tellement important. Donc, ça, c'est une première chose. La soupe de légumes, c'est super, évidemment. C'est compliqué, il n'y a pas un aliment. Équilibré, quoi. Oui, équilibré. Ils en parlaient avec beaucoup d'antioxydants, donc variés dans les apports de légumes, mais suffisamment de protéines parce que ce sont les protéines qui construisent nos cellules immunitaires. Donc, c'est bien manger, on peut en faire une émission, quoi. Ouais. Et alors, c'est vrai que moi, dans ma manière de voir, je vais plus préférer ajouter quotidiennement des aliments fermentés. Donc, des vrais aliments fermentés. C'est quoi les aliments fermentés? Alors, c'est type la choucroute. D'accord. Voilà. Après, maintenant, il y en a plein. Le kimchi, c'est le miso chez les Japonais. Donc, voilà. Et ces aliments fermentés sont bourrés de probiotiques. D'accord. Et en plus, leur spectre de probiotiques, parce qu'il y a plein de sortes de probiotiques, est très large. Et donc, ça va soutenir l'immunité. Après, il existe des compléments alimentaires qui contiennent plusieurs souches de probiotiques et dans des quantités, on va dire, industrielles parce que le corps en a besoin. Donc, j'ai envie de dire déjà les premières choses qui ne sont pas forcément... Alors, dans les plantes, il y a des tas de choses, mais qui, pour moi, arrivent après. C'est 2 choses de base. Moi, j'ai vraiment la croyance que si déjà tous les Français prenaient de la vitamine D, des oméga-3, du magnésium, pour des raisons différentes, mais se supplémentaient, et là, je vais vraiment dans le sens de... Oui, exactement. Mais on serait beaucoup moins malade et on gérerait mieux le stress. Il y a aussi toute une dimension psycho-émotionnelle qui est de plus en plus prouvée maintenant. Oui, exactement, qui impacte notre corps. Ouais, quand on prend beaucoup de sucre, on est un peu agressif. Ah non, mais bon, j'ai remarqué. Il y a plein de choses. Oui. Alors, autre émission aussi. Je n'y croyais pas, mais en fait, je l'ai testé, ça c'est vrai. Paul Ferris, à vous de jouer. Alors, moi, je voudrais revenir déjà, parce que je voudrais revenir un petit peu sur les anciens temps et l'époque d'Hildegard de Bingen. Elle ne connaissait pas la notion de défense immunitaire, puisque c'est une notion qui est récente, qui est du XXe siècle ou de la fin du XIXe.
Mais elle avait quand même suffisamment de bon sens pour comprendre un certain nombre de mécanismes et un certain nombre de choses qui faisaient en sorte qu'on ait ces défenses immunitaires. Et c'est ainsi que, comme vous le dites, elle insistait sur une nutrition équilibrée. Elle insistait paradoxalement sur l'huile d'olive, alors qu'en Allemagne, à son époque, il fallait la faire importer. Donc, elle avait quand même le nez creux. Il n'y avait pas de sucre raffiné à l'époque. Le sucre, c'était que du sucre de canne, qui était très, très coûteux. Donc, il y avait très peu de sucre à l'époque, donc on n'en souffrait pas. Alors, on souffrait de beaucoup d'autres choses. Hein. On avait la peste, on avait d'autres choses. Hein. Mais elle est morte à 81 ans, Hildegarde. On a tendance un petit peu à oublier. C'est énorme pour l'époque. Elle est morte à 81 ans. C'est plus de 30 ans que l'espérance de vie moyenne à l'époque. Alors, ces autres conseils, il y en a énormément. Alors, bien sûr, il y a la prière, mais je ne rentre pas dans cette dimension-là. Mais pour elle, c'était très important. N'oublions pas qu'elle était sainte et qu'elle était abbesse. Il y avait le poisson. D'accord. Et maintenant, si je suis d'accord avec Pierre, dans le sens que comme nous sommes au bout de la chaîne alimentaire, le poisson est peut-être un petit peu moins conseillé, même si on lit partout que c'est dans le poisson qu'on trouve de nombreuses... Les oméga 3 et tout ça. Oui, et puis de nombreux éléments qui permettent de multiplier les défenses immunitaires. Mais sachant qu'on est au bout de la chaîne alimentaire, le petit mercure qui est dans la sardine et puis qui passe dans le thon et tout ça, pas Jojo, on le prend en plein dans le corps, quoi. Oui, en plein, on le prend. Elle proposait aussi les légumes, bien sûr, le miel, les amandes et les épices. Et beaucoup d'épices, et notamment le cumin. Le fameux curcuma aussi. Le curcuma, le curry, le gingembre, la coriandre, le poivre. Elle était fan de poivre. Donc, les épices. Et c'est vrai que ça a été prouvé quand vous lisez les magazines féminins, vous tombez aussi sur ces épices-là. Donc, on va dire on est raccord. On est raccord avec ce que disait Hildegarde. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, il y a aussi vous avez parlé de produits fermentés sur ma petite liste là. Vous voyez, moi aussi, je me suis fait ma petite préparation. J'ai vu qu'il y avait le yaourt dans les produits fermentés. Oui, ça tout joue à fait. Ou pas oui, bien sûr. En tout cas, mais le pain. Un vrai pain 100% levain, c'est un produit fermenté. Donc, oui, c'est vrai. Attention, il y a des choses qui paraissent exotiques et il y a des choses qui font partie de notre quotidien ou qui en faisaient partie. Parce qu'un pain à la levure n'est plus un produit fermenté. Or, je pense que plus de 80... Je pense que plus... Oui, et puis 100% c'est meilleur, levain. Au goût, 100% levain, c'est délicieux. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà goûté. Moi, je vous conseille. Oui, mais il faut vraiment demander parce que on peut parfois, trouver ils ne savent pas, les petits jeunes. Vous savez, vous allez chez le boulanger. Mais c'est quoi, patron Bah si, il est là, le pain au levain. Exactement. Donc, voilà. Donc ça, c'était des bonnes petites astuces, vous voyez, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Quant au gingembre, maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a les grandes surfaces, même sans être biologiques, enfin, sans être des magasins biologiques, le vendent. Enfin, voilà, il y a plein de marques qui se créent maintenant autour de boissons au gingembre. Ouais. C'est bien, ça marche ça ou pas, Oui, on a du kombucha au gingembre. Le kombucha au gingembre. Ah oui, la boisson aussi. Mais bien sûr, le kombucha, le kéfir. Le kéfir, tout à fait. Alors après, attention. Il y a deux kéfirs. Kéfir de lait, kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, moi j'entendais effectivement. Mais kéfir de lait nous intéresse aussi. C'est aussi un aliment fermenté. Très bon pour la santé, le kéfir de lait. Moi, je me méfie toujours des... Très bon pour la santé. Oui, d'en mettre un peu dans son alimentation régulièrement, en fait, c'est intéressant. Donc voilà. Après, le problème de tout... Les olives, avant, étaient des aliments fermentés. On trouve encore au Maroc des olives qui sont des aliments fermentés. Nous, les olives qu'on achète en supermarché ne sont pas des aliments fermentés. C'est des conserves qui ont été donc mises à haute température. Or, la fermentation, c'est de la levure, quoi. C'est comme... c'est des micro-organismes qui se développent. Comme sur le fromage, par exemple. Exactement. Voilà. Vous imaginez bien que si vous les mettez à très haute température pour faire une conserve, ça disparaît, ça meurt. Donc les olives aujourd'hui qu'on trouve ne sont plus... marché, celles qu'on achète au marché. Alors honnêtement, je suis méfiante. C'est vrai. Ah mais clairement. Ah ouais. Des olives vraiment fermentées.
Moi, je crois que j'ai dû en trouver dans 2 endroits à Paris. Donc, comment vous savez que c'est fermenté? Vous avez des indices? Je demande aux gens, est-ce que c'est de la conserve ou est-ce que c'est de la fermentation? Je vous dis, les olives, je suis vraiment hyper méfiante. Mais on peut faire ces fermentations soi-même, c'est super simple. Donc, tous les légumes, quasiment tous les légumes se fermentent, mais c'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est d'ouvrir sa palette alimentaire et d'inviter effectivement des tas de choses et qui vont être facteurs de santé plutôt que d'inviter des choses qui sont qui vont impacter notre immunité. Eh bien, Pierre Lafitte, juste après Body and Soul, Tony Bennett en duo avec Amy Winehouse. À tout de suite. Force au système immunitaire. On avait un invité qui nous avait raconté ça il y a quelques temps. Absolument, c'est vrai. Oui, ça va travailler sur le nerf vague qui va venir justement aider notre corps à résister au stress et donc à être plus résistant. Et chanter aussi. Ah, oui, ça également, évidemment. Comment renforcer notre système immunitaire? En chantant la vie, en chantant tout court, mais également en se nourrissant un peu mieux et en pratiquant quelques conseils et astuces prodigués par nos 3 invités et notamment par Hildegard de Bingen. Qui est célébré, si je puis dire, par Paul Ferris, journaliste que vous êtes, Odile Chabriac qui est naturopathe, c'est Pierre Lafitte qui est ingénieur agronome et qui est directeur innovation et marketing de la marque Les Trois Chênes, des produits, des compléments alimentaires, mais pas seulement. C'est aussi une médecine alternative. Pour les petits mots de l'hiver, c'est vrai qu'on peut en parler, Pierre Lafitte, à moins que vous souhaitiez d'abord réagir à ce qui a été dit juste avant, parce que je sais que vous souhaitiez répondre. Oui, c'est passionnant. Ouais. Déjà, je remercie ma camarade d'avoir évoqué mon petit déjeuner du matin, puisque moi tous les matins je prends des oméga 3, je prends du magnésium, je prends du zinc et mon petit secret que j'avais appris, d'ailleurs qu'on peut trouver, mais que j'avais appris d'un maître Ayurveda que j'avais rencontré, c'est du miel dans lequel je mélange du curcuma, du gingembre frais et du poivre et du piment. Et tous les matins, je prends une cuillère de ça tous les matins. Voilà, bon, ça c'est mon petit déjeuner, bien sûr, ça m'arrive de prendre autre chose, je précise, mais voilà. Et par contre, je voudrais rebondir, donc je vais pas revenir sur la vitamine D, c'est clair, c'est crucial, je partage complètement. Moi, je voudrais ajouter 2 choses. C'est le zinc, qui est quand même un oligo-élément fondamental dans l'immunité. D'accord. Mais pas n'importe quel zinc. Je reviendrai là-dessus. Allez-y tout de suite, parce que vous savez, le temps file. D'accord. Alors, ok, voilà. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand même, que ce soit pour le zinc ou les oméga 3 d'ailleurs, les oméga 3 très importants, mais pour moi, c'est 2 philosophies aussi qui, je pense, qu'il faut adopter et le plus vite possible. C'est qu'aujourd'hui, les oligo-éléments qu'on trouve, ce sont des oligo-éléments qui sont issus du c'est minéral, mais ce sont des oligo-éléments qui sont issus de l'exploitation minière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bilans carbone et les modes d'extraction de ces oligo-éléments sont extrêmement coûteux au niveau environnemental et extrêmement dégradants pour le vivant. Donc, c'est pour ça que chez Les Trois Chênes, on a développé des oligo-éléments, donc la gamme oligo-végétale, qui sont des oligo-éléments extraits des végétaux. D'accord, même le zinc. Voilà, donc on a le zinc, on a le magnésium, on a tous ces oligo-éléments qu'on a décidé d'extraire du végétal parce que moi, dans mes études, je me souvenais très bien qu'il y avait des plantes dites accumulatrices de métaux, puisque ce sont des métaux, et je me suis dit, pourquoi on n'utiliserait pas ces plantes accumulatrices de métaux pour extraire les oligo-éléments. Et alors en plus, il a un avantage, cet oligo-élément du végétal, c'est qu'il est présent sous forme de sel plus biodisponible, donc tout ce qui est malate, citrate, par rapport à des oxydes plus classiques qu'on trouve sur les oligo-éléments conventionnels. Odile, elle dit oui, elle dit oui de la tête. Moi, je comprends pas grand-chose de ce que vous dites. Si, mais en fait, la question, c'est la biodisponibilité. Beaucoup mieux absorbé par l'organisme. Qu'est-ce que notre corps en fait? Et j'entendais tout à l'heure la notion de dose qui est très juste, c'est comme la vitamine C. En fait, il faut la juste dose de la bonne molécule qui est bien absorbée. Ça ne sert à rien d'en apporter des quantités astronomiques. Vitamine C en complément alimentaire, les uns les autres. Je commence par vous, Pierre. Vitamine C Vitamine C, je sais pas, non. La vitamine C, on peut y recourir de temps en temps, je dirais, pour un coup de fatigue. D'accord. Après, je pense que la carence vitaminique C, elle est vraiment très peu répandue. D'accord, c'est plutôt... Parce que ça, c'était les années 80. À mon époque, on disait, quand j'étais petite, on disait vitamine C, on ne jurait que par la C. Et maintenant, c'est plus on est revenu à la D. Une bonne orange sanguine, c'est la pleine saison aujourd'hui par jour, c'est largement suffisant. Ok.
Bon, bah c'est bon à savoir. Merci en tout cas pour... Alors, votre petit déjeuner m'impressionne quand même, Pierre Lafitte, entre parenthèses. J'ai compris que vous preniez du vin, mais c'est peut-être le zinc, hein. Vous avez dit ça. Hein. Il prononce zin. Oui, zin, c'est pour ça. Oui. D'accord. Ah, c'est un vrai puriste. Ou alors zinc, du zinc, voilà. Ouais. Ok, mais vous prenez zinc, tout ça en gélule, donc pas en... Oui, vous n'allez pas manger du poisson tous les matins. Gélule. Les oméga 3, pareil, c'est les oméga 3 d'origine algue, d'ailleurs. Qui est très tendance, effectivement. Ouais. C'est très tendance parce qu'on va les chercher à la source. Et en plus, ça permet de produire des quantités quasiment illimitées puisque c'est des algues qui sont cultivées pour ça. C'est du schizochytrium, donc on les cultive en réacteur et ça permet d'éviter d'aller prélever les poissons qui sont riches en oméga 3, donc de diminuer la ressource halieutique et en plus aussi d'avoir des oméga 3 qui sont largement pollués en métaux lourds. Exact. Donc là, aujourd'hui, on a cet avantage, on a en plus des taux ils sont extrêmement purs et très peu oxydés. Donc c'est excellent. Et d'ailleurs, c'est les oméga 3 d'origine végétale aussi, des 3 chaînes qu'on a lancées il n'y a pas longtemps et qui sont un vrai succès. Paul Ferris, on n'a pas parlé tout simplement du fait d'être dehors. Moi, je sais que je reviens à ma chère pédiatre, que j'aime beaucoup, que je salue, et qui se reconnaîtra, j'espère, conseillait de sortir énormément, comme dans les pays du Nord, les petits, les enfants. Alors, et nous, que faire de nous? Est-ce que si nous sortions plus dehors, nous sortions plus tout court, nous lutterions un peu mieux? Oui, à l'origine, quand même, l'être humain est un animal comme un autre et il ne doit pas rester dans sa grotte. La grotte, c'est l'endroit où on reste un petit peu pour dormir, à la limite. Mais on doit être au maximum dehors et on doit avoir une activité physique. D'accord. Et là encore, Hildegarde, c'est quelque chose qu'elle je ne savais pas. Qu'elle dit qu'il faut avoir une activité physique. C'est très important pour elle. Dehors, l'activité physique à l'intérieur, à l'époque d'Hildegarde, ça n'existait pas, c'était moyen. à part la chambre à coucher. Et encore, il fallait le faire toute lumière éteinte et sous des draps. Donc... l'activité physique est très, très, très importante. D'accord. D'ailleurs, si on regarde, ce n'est que depuis le XXe siècle qu'on a commencé à séparer l'activité physique de l'activité intellectuelle. Auparavant, on travaillait au champ, oui, mais n'importe quel auteur, peintre, philosophe, la vie était un sport. Il faisait du sport, il faisait du cheval. La savate. Voilà. Donc, sortir, se bouger, et je suis d'accord d'ailleurs avec ce nouvel adage qui est qu'il faut faire 10 000 pas. Alors, 10 000 pas, ça fait peut-être beaucoup, mais faire au moins 5 à 6 000 pas par jour, plus un peu de vélo, plus un peu de natation une fois de temps en temps. Ouais. Voilà, il faut se bouger. Mais pas trop non plus, parce que trop, ça bouffe l'immunité. C'est ce que j'ai appris récemment, Odile. Absolument. Il faut de l'activité physique modérée. Voilà. Alors, et la frontière est difficile à poser, puisque ça va dépendre des personnes, de leur âge, de leur poids, etc. Donc, mais ce que vous soulignez et qui me paraît très important, c'est aussi cette notion d'oxygénation. Ouais. On doit s'oxygéner. Notre cerveau fonctionne par l'oxygénation. Le métabolisme des sucres a besoin d'oxygène. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, même quelle que soit son alimentation, si on n'est pas suffisamment oxygéné, les sucres vont fermenter dans le corps au lieu d'être métabolisés en énergie. Donc, l'oxygénation est un facteur clé. Le mouvement est un facteur clé. Ouais. Le sommeil est un facteur clé. Et je voulais juste ajouter une chose parce que, et c'est Hildegarde qui m'y fait penser, on sait aujourd'hui comment stimuler l'immunité. En fait, il faut imposer au corps un léger stress. Un stress qu'il est capable de supporter. Et vous parliez des pays scandinaves ou des pays du Nord. On met les bébés à l'extérieur pour faire la sieste, dehors, par exemple. -20, -10. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'hormèse, en fait, et qu'on peut faire nous aussi. Vous voyez, quand les gens ils vont se baigner dans des eaux très, très froides. Ouais. Bon, je dis pas à tout le monde de le faire. Hein. Il faut avoir un système cardiovasculaire qui tient. Mais ça, c'est l'hormèse. C'est je vais imposer au corps un léger stress. Donc, du trop chaud, du un peu trop chaud, du un peu trop froid, du un peu trop exigeant d'un point de vue sportif, etc. D'accord. Et ce stress va renforcer nos résistances et notre capacité à faire face aux aléas de l'existence. Pourquoi on disait que le froid empêchait mais exactement, c'est fondamental. D'accord. Mais il faut pour ça avoir attention, c'est toujours la question de la limite. Pas trop. Notre grand-mère de 90 ans, on va peut-être pas lui mettre faire la sieste à l'extérieur. À moins 10. Voilà, exactement. Les grands sportifs luttent contre ce stress oxydatif et contre différentes douleurs
en faisant de la cryothérapie. Bien sûr. C'est-à-dire très tendance, mais ça marche. Hein. Ça marche. On reste 3 minutes à moins 170 degrés. Ouais, je l'ai fait. Ouais, c'est pas facile, mais on n'en meurt pas. Je suis vivant. Donc, et pareil, le sauna, qui nous arrive des pays nordiques, on donne au corps une chaleur extrême qui est bien supérieure. Alors, en France, les saunas qu'on peut avoir, ils ne vont pas au-delà de 60 degrés. Ouais. Dans les pays nordiques, on peut aller beaucoup plus haut. On peut aller beaucoup plus haut. Et c'est vrai que ça booste les défenses immunitaires. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas Hildegard qui le dit, puisque la cryothérapie et le sauna n'existaient pas complètement à cette époque. Mais il y avait des étuves quand même. Il y avait des étuves du temps d'Hildegard. Ouais, donc ils avaient déjà quand même la notion de résistance, hein. Enfin du fruit de la résistance. Pierre Lafitte, alors effectivement l'oxygénation, en plus c'est gratuit, donc ça tombe bien, ça c'est un apport naturel qu'on peut se procurer tous les uns les autres, qu'on devrait d'ailleurs se procurer pour les petits. On n'a pas parlé des enfants qui sont sujets à beaucoup de petites maladies bien virales sur les bancs de l'école ou à la crèche. Il y a des choses à leur donner à eux ou à faire ou à ne pas faire, Pierre Lafitte, pour éviter qu'ils tombent malades chaque année autant. Alors déjà, je dirais éviter qu'ils tombent malades. Il faut éviter d'éviter qu'ils tombent malades. D'accord. Parce qu'ils sont en train de construire leur immunité. C'est normal. Et je ne sais pas si vous partagez avec moi, mais si elle partage 100%, elle dit 100%, bien sûr. Voilà, il y a une construction de l'immunité qui se fait dès le plus jeune âge. Et je pense qu'il faut éviter d'éviter. Après, voilà, c'est juste peut-être sur la gravité ou essayer on va dire une fois qu'il y a eu contraction d'un virus ou d'une bactérie, d'éviter qu'il y ait des surréactions. Oui, ça oui. Ça. Donc là, moi, je pense que les solutions sont les mêmes que pour l'adulte. De toute façon, on donne de la vitamine D aux enfants. Oui. Également. Donc, pour moi, c'est vitamine D. Oméga 3, alors, c'est plus compliqué parce que les oméga 3, parfois, ça a du goût. Mais je pense que c'est important d'essayer de délivrer des oméga 3. En plus, il y a des formes pédiatriques pour la vitamine D. Par exemple, là, nous, on fait un compte-gouttes que vous pouvez facilement mettre dans l'alimentation des enfants. Ça passe très bien. Ils prennent les vitamines D sans s'en apercevoir. Et puis, avec les oméga 3 d'origine végétale, il n'y a plus ce goût de poisson qui était très désagréable. Qui était infâme. Mais je vais vous donner une anecdote. Au laboratoire 3 Chaînes, nous avons un marché des oméga 3 en Chine qui est colossal parce que les Chinois donnent à tous leurs enfants au quotidien des oméga 3. Les Chinois veulent faire des enfants intelligents et ils veulent faire des enfants intelligents en leur donnant des oméga 3. D'accord. Je dis pas que c'est ça qui va faire l'intelligence des enfants, je dis juste que c'est leur façon de penser. Et donc j'ai mis moi alors. Et pour ce faire, ils percent la petite capsule molle, ils la percent, ils le mettent dans l'alimentation des enfants. C'est hyper fort, quoi. Voilà, c'est oméga 3 et vitamine D. Par contre, bien sûr, pour moi, il faut pas éviter à un enfant d'être malade. Il faut qu'il construise son immunité. Ok. Oui, je suis d'accord. Après, quand l'enfant commence à être moins bien, vous avez évoqué le miel. Moi, je pense que les produits de la ruche, c'est quand même miel, propolis, gelée royale, deviennent des outils. Justement, quand l'enfant n'est pas complètement malade, mais en même temps qu'il est moyen bien, ça fonctionne bien, rapidement. Ouais. Donc, voilà, moi je dis, il faut toujours avoir chez soi un sirop à la propolis, ou des gélules, des capsules, vous voyez, des comprimés à sucer, des choses comme ça. Parce que ça... Et d'ailleurs, souvent, c'est zinc propolis, c'est pas par hasard. Zinc propolis. Oui, parce que le zinc, justement, va booster les défenses immunitaires. Et même un bon... Alors, je vais pas dire un grog avec de l'alcool, mais une boisson chaude dans laquelle on va mettre du miel va aussi adoucir... et permettre... Ça n'a pas un impact, le miel n'a pas un impact direct immunitaire comme la propolis peut l'avoir, ou la gelée royale, mais en revanche, ça va adoucir et ça va apaiser les zones qui sont inflammées. Donc, ça me paraît aussi important d'avoir ça chez soi. Eh bien, merci les amis. Pierre Lafitte, Paul Ferris, Odile Chabriac. Il faut ajouter quelque chose, c'est maintenant, cher Paul. Le mot de la fin. Je pense quand même aux huiles essentielles dont on n'a pas parlé. Clairement, aux tisanes. On n'a pas eu le temps. Donc, et là, moi, je reviens toujours à ma chère Hildegard. Donc, les huiles essentielles existaient déjà au Moyen-Âge. Le Ravinsara, on en donne 3, allons-y, pour la prévention. Alors, déjà, prenons celles qui ne sont pas loin de chez nous. La sarriette. La sarriette. On va prendre l'eucalyptus qui est un peu plus loin. Et puis, la menthe. Même si celle-ci est un peu...
Oui, mais n'empêche que ça fait du bien aussi quand on est enrhumé. Merci les amis, merci Paul Ferry. Je rappelle l'herbarium illustré d'Hildegard de Bingen aux éditions du Rocher. Merci infiniment. Odile Chabriac et le Cahier des Tocs chez Solar. Merci aussi à vous, naturopathe. Et Pierre Lafitte, les 3 chaînes. Merci beaucoup les amis. Très bonne soirée à tous.